Le froid était un compagnon constant dans le village de Stillwater. Il s'infiltrait à travers le plancher du petit cottage de Lyra, s'accrochait à la laine de son châle et mordait le bout de ses doigts lorsqu'elle recopiait des registres pour l'ancien du village. Elle était la scribe, un titre qui semblait bien plus grandiose que la réalité. Cela signifiait qu'elle était la gardienne des listes, des naissances, des décès, des rendements de céréales et des interminables petites querelles que les villageois avaient les uns contre les autres. Son propre grief était silencieux, une douleur creuse à laquelle elle ne donnait jamais de nom. C'était la douleur d'avoir été envoyée ici, aux confins des territoires connus, pour être oubliée. Sa mère, la matrone Alara, l'avait jugée inapte, pas assez forte, pas assez féroce, pas bénie par la vision de la meute. Une fille tranquille qui préférait les livres aux vantardises était une déception, et les déceptions étaient balayées hors de vue. Alors, Lyra avait été balayée jusqu'ici. Elle était douée pour être oubliée. Elle gardait la tête basse, la voix douce, son travail impeccable. Elle se faisait petite et utile, un fantôme dans la machine du village. C'était plus sûr ainsi. Sa seule rébellion, si on pouvait l'appeler ainsi, était Fenn. C'était un louveteau né dans la portée de printemps de l'un des meilleurs chasseurs de la meute. Mais quelque chose n'allait pas. Il ne répondait pas aux appels, ne sursautait pas au bruit fort. La guérisseuse de la meute l'avait examiné, la mâchoire crispée, et l'avait déclaré sourd. Un loup qui ne pouvait pas entendre la chasse, l'avertissement, l'appel de l'alpha, n'était pas un loup du tout. Il était un handicap. La règle tacite voulait que de telles faiblesses soient éliminées avant qu'elles ne puissent mettre la meute en danger. Mais Lyra l'avait vu, blotti derrière la salle commune, tremblant et seul, ses frères et sœurs de portée l'ayant déjà abandonné. Elle avait vu la confusion dans ses yeux bleus pâles, un miroir de la solitude de son propre cœur. Cette nuit-là, elle l'avait dérobé. Elle le gardait dans son cottage, un secret qui pourrait la faire exiler, ou pire. Il était pli, avec une fourrure de la couleur de la cendre. Il ne pouvait pas entendre ses pas, alors elle apprit à taper doucement du pied sur le plancher pour annoncer sa présence. Il ne pouvait pas entendre sa voix, mais elle chantait pour lui quand même. Chaque nuit, après que le village se soit installé dans un sommeil ronflant, elle s'asseyait près du feu mourant, Fenn blotti sur ses genoux, et elle chantait. C'étaient de vieilles chansons, des chants de guérison et des traditions oubliées qu'elle avait copiées de parchemins poussiéreux. Sa voix n'était ni forte ni belle, juste un murmure calme et fluet. Elle ne chantait pas pour ses oreilles, mais pour la vibration. Elle posait une main sur son petit dos et sentait sa propre chanson vibrer contre ses os. Cela semblait l'apaiser. Et cela l'apaisait certainement, elle. C'est en revenant de sa cueillette de mousse d'hiver pour la guérisseuse qu'elle trouva l'homme. Il était étendu près de la lisière du bois des murmures, un endroit que les villageois évitaient. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'une bûche tombée, à moitié saupoudrée par la première neige de la saison. Mais ensuite, elle vit le cuir noir d'une tunique, le reflet d'argent à sa gorge. Elle s'approcha, son cœur battant frénétiquement contre ses côtes. Les étrangers étaient rares. Les étrangers dangereux étaient le sujet des comptes de mise en garde. Il était massif, bâti à une échelle qui semblait anormale pour un homme ordinaire. De larges épaules, une cascade de cheveux sombres comme la nuit. Un visage qui aurait pu être taillé dans le granit. Mais c'est le froid qui lui coupa le souffle. Il émanait de lui par vagues, un givre palpable et surnaturel qui faisait crépiter l'air. La neige autour de lui n'avait pas fondu. Elle semblait s'épaissir, s'accrochant à lui comme un linceul. Sa peau était pâle, teintée de bleu aux lèvres. Un faible tremblement parcourait son corps, un frisson constant et violent. Il était en train de mourir. Son esprit lui hurlait de fuir, de retourner au village, de prévenir l'ancien, de laisser les gardes de la meute s'en occuper. Cet homme n'était pas son problème. Il dégageait une puissance à la fois terrifiante et brisée. Le toucher semblait être comme toucher la mort elle-même. Mais alors ses yeux s'entr'ouvrirent. Ils étaient de la couleur d'un ciel d'hiver juste avant d'une tempête, d'un gris perçant et sans fond. Ils la trouvèrent, et pendant une seconde, le frisson cessa. Dans ses yeux, elle vit une désolation si profonde qu'elle éclipsait sa propre solitude silencieuse. C'était le regard d'une montagne en train d'être réduite en poussière de l'intérieur. Il ne parla pas. Il n'en avait pas besoin.
La supplique silencieuse était une qu'elle comprenait intimement. « Aide-moi !» S'oubliant d'elle-même, oubliant le danger, Lyra s'agenouilla à côté de lui. Le froid s'intensifia, mordant sa peau à travers ses vêtements, mais elle l'ignora. Elle n'était qu'une scribe, une fille oubliée, une voleuse de louveteaux brisés. Que pouvait-il lui prendre de plus? « Je le ferai, murmura-t-elle, les mots formant un nuage de buée blanche dans l'air gelé. Le ramener à son cottage fut un cauchemar. Il était incroyablement lourd, un poids mort de muscles et d'os. Elle n'était pas forte, mais le désespoir lui donna une force nerveuse qu'elle ne se connaissait pas. Elle le traîna à moitié, le porta à moitié, ses muscles hurlant, ses poumons brûlants à cause de l'air glacial. Le trajet qui prenait habituellement quelques minutes s'étira en 1 heure d'efforts angoissants. Elle trébucha en passant sa propre porte et s'effondra, l'homme tombant avec elle sur le tapis usé. Fenn, surpris par la secousse, sortit en vitesse dessous le petit lit, laissant échapper un sifflement d'alarme silencieux et haletant. Il vit l'étranger, sentit son odeur étrange et froide, et ses poils se hérissèrent. « Tout va bien, Fenn », allaita Lyra, son corps endolori. « Il est blessé. » Elle réussit à rouler l'homme correctement sur le tapis, sa tête reposant sur une couverture de rechange. Ses frissons avaient repris, plus violemment cette fois. Ses dents claquaient, un son comme des pierres s'entrechoquant dans une boîte. Elle toucha son front. Le froid était si intense qu'il ressemblait à une brûlure. Ce n'était pas le froid de l'hiver. C'était quelque chose de profond en lui, un givre vivant qui le consumait. La panique s'agita dans sa poitrine. La guérisseuse du village, Elspeth, avait des remèdes pour les fièvres, pour les os cassés, pour la toux. Elle n'avait rien pour un homme qui gelait de l'intérieur. Lyra était seule. Elle fit la seule chose à laquelle elle put penser. Elle empila toutes les couvertures qu'elle possédait sur lui. Elle attisa le feu jusqu'à ce qu'il rugisse dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le petit cottage devint étouffant, mais le froid qui émanait de l'homme semblait boire la chaleur de l'air. Le givre sur sa tunique ne fondait pas. Fenn s'approcha à pas de loup, gémissant doucement. Le louveteau semblait sentir l'anormalité de l'état de l'homme. Il poussa la main de l'étranger avec sa truffe humide, puis leva les yeux vers Lyra, ses yeux bleus grands ouverts de confusion. Le regard de Lyra tomba sur sa sacoche d'herbe. Elle avait appris le métier de guérisseuse avec Elspeth, principalement en identifiant et en séchant des plantes. Elle connaissait les bases. La grande camomille pour la fièvre, l'écorce de saule pour la douleur. Mais quoi pour ça? Quoi pour un hiver vivant? Elle prépara une tisane avec les herbes les plus chaudes qu'elle avait, de la racine de gingembre, de l'écorce de cannelle, une pincée de piment de cayenne ardent. C'était une tentative désespérée. Le faire boire fut un autre défi. Il était à peine conscient, la mâchoire serrée. Elle dut lui ouvrir les lèvres et verser le liquide chaud quelques gouttes à la fois, priant pour qu'il ne s'étouffe pas. Les heures passèrent, le feu baissa et elle y ajouta plus de bois. L'état de l'homme ne changeait pas. L'hiver intérieur faisait rage. Lyra était assise à côté de lui, épuisée et effrayée. Elle avait ramené une tempête mourante dans sa maison. Le village la rejetterait pour cela. Sa mère, si elle en entendait parler, serait dégoûtée par son cœur stupide et tendre. Fenn, abandonnant sa distance méfiante, grimpa sur la pile de couverture et se blottit contre la poitrine de l'homme, une petite boule de fourrure grise contre une montagne de cuir noir. Le louveteau offrit sa propre maigre chaleur, un geste d'empathie pure et simple. En voyant la confiance du louveteau, une vague de détermination submergea Lyra. Elle ne pouvait pas régler ça avec des herbes. Elle ne pouvait pas combattre ce froid avec du feu, mais elle pouvait offrir le seul autre réconfort qu'elle connaissait. Elle prit une profonde inspiration, sa voix vacillant au début. Elle commença à chanter. C'était une berceuse simple et basse, une chanson sur le retour du soleil après un long hiver. Elle chantait les jeunes pousses perçant la terre dégelée, les ours endormis s'agitant dans leur tanière. Sa voix emplit le petit espace chaleureux, et les vibrations s'installèrent dans le plancher, dans les couvertures, dans l'air même. Elle posa une main sur sa poitrine, à côté du louveteau endormi. À travers sa tunique de cuir, elle pouvait sentir le tremblement violent et chaotique de son corps. Elle continua de chanter, versant son propre espoir silencieux dans la mélodie. Elle chantait la vie. Lentement,
Presque imperceptiblement au début, le claquement de ses dents commença à diminuer. Les tremblements violents s'adoucirent à un frémissement plus fin. Le froid glacial qui émanait de lui sembla reculer d'une fraction. Ça fonctionnait. Elle ne comprenait pas comment. C'était impossible. Mais elle ne le remit pas en question. Elle continua simplement de chanter, sa voix devenant un peu plus forte, un peu plus sûre, tandis que l'homme qui était un hiver vivant dormait sous ses mains. Pendant 3 jours, il alla et vint entre conscience et inconscience. Lyra maintint une veille constante. Elle lui fit avaler des bouillons chauds et des tisanes. Elle maintint le feu ardent, et chaque fois que le froid profond et dévorant menaçait de le submerger, elle chantait. C'était sa voix, sa chanson qui semblait l'ancrer. La vibration semblait combattre le gel, introduire une harmonie là où il n'y avait que la discorde chaotique de son affliction. Pendant ces longues heures, elle apprit le paysage de son visage, les lignes dures de sa mâchoire, la légère cicatrice qui traversait un sourcil sombre, la longueur surprenante de ses cils sur ses joues pâles. Il était beau, réalisa-t-elle, de la manière dont une montagne ravagée par la tempête est belle, forgée par une pression immense et une violence ancienne. Le 4e jour, il se réveilla. Elle changeait le linge humide sur son front quand ses yeux s'ouvrirent brusquement. Le gris de la tempête était de retour. Mais cette fois, il était lucide et méfiant. Sa main jaillit incroyablement vite et se referma sur son poignet. Sa poigne était comme du fer et le froid était de retour. Une morsure vive et choquante contre sa peau. « Qui êtes-vous » dit-il d'une voix rauque, un graveleux profond. Lyra se figea, son cœur martelant. « Je m'appelle Lyra. Je vous ai trouvé dans les bois. Vous étiez en train de mourir. » Il termina pour elle. Ses yeux balayèrent le petit cottage, observant le feu rugissant, les herbes éparpillées, la forme endormie de Fen au pied du lit, où elle avait finalement réussi à le déplacer. Son regard revint sur elle, vif et suspicieux. Pourquoi? C'était une question simple, mais elle contenait un univers de sens. Pourquoi aider un étranger? Pourquoi risquer le danger qu'il portait si clairement avec lui? « Vous aviez besoin d'aide, » dit-elle simplement, sa voix à peine un murmure. C'était la seule vérité qu'elle avait. Il la fixa un long moment, son expression illisible. Puis il relâcha son poignet. Une légère marque rouge apparut sur sa peau là où ses doigts froids avaient été. Il regarda la marque et une lueur de quelque chose, peut-être du regret, passa dans ses yeux. « Vous n'auriez pas dû, » dit-il, sa voix plate. Il essaya de se redresser et retomba avec un grognement, une main agrippant sa poitrine. « Ce froid, ce n'est pas une maladie. Ça fait partie de moi. C'est un poison. Il vous videra de votre vie aussi si vous restez près de moi. » La voilà, la frontière, un mur de glace érigé entre eux. « Ne vous approchez pas, je suis dangereux. » Lyra regarda la peur qui se cachait au fond de ses yeux de tempête, une peur non pour lui-même mais pour elle. Sa propre peur recula, remplacée par une obstination qu'elle montrait rarement. Sa mère lui avait dit qu'elle était une faiblesse. Le village la voyait comme une ombre. Cet homme la voyait comme quelqu'un qui pouvait être blessé par sa force. Et d'une manière étrange, cela ressemblait à une forme de respect. « Alors je suppose que je ne devrais pas m'approcher, » dit-elle, sa voix trouvant un éclat de force. « Mais vous êtes dans ma maison, sur mon lit, et vous n'êtes pas assez fort pour partir. Alors vous devrez supporter mon aide. » Elle prit le bol de bouillon près de l'âtre. Et ce bouillon. Il la fixa, une fissure dans sa façade de granit. Il semblait véritablement déconcerté par son refus d'avoir peur. Après un long silence, il hocha la tête, d'un mouvement court et sec. Son nom était Cale. Il le donna à contre-cœur, comme si le nom lui-même était un secret qu'il répugnait à partager. Il ne lui dit rien de son passé, d'où il venait ou de ce qui lui était arrivé. Quand elle demandait, il se contentait de se taire, son regard se tournant vers l'enfer gelé qu'il portait en lui. Alors elle arrêta de demander. À la place, elle parlait. En s'occupant de lui, elle comblait le silence avec les petits détails de sa vie. Elle lui parla des différentes encres qu'elle mélangeait à partir de baies et de suie, de la façon dont le vent sonnait juste avant une tempête de neige, des généalogies complexes de la meute qu'elle était tenue de mémoriser. Elle lui lisait des extraits de ses parchemins, sa voix un murmure constant dans le cottage silencieux. Elle lisait des contes d'Alpha anciens, de loups bénis par la lune, de la création de leur monde.
Il écoutait, les yeux fermés, sa respiration régulière. Elle n'était pas sûre s'il était vraiment intéressé ou si le son de sa voix était simplement une distraction de sa douleur. Le froid était son ennemi constant. Il reculait pour un temps, le laissant faible et épuisé, mais l'esprit clair. Puis, sans avertissement, il revenait en force, secouant son corps de tremblement, le givre regagnant sa peau. Dans ces moments-là, les mots étaient inutiles. Il serrait de la mâchoire, tout son corps rigide alors qu'il menait la bataille interne, et Lyra chantait. Elle apprit que les chants de croissance et de chaleur étaient les plus efficaces, les chants de guérison, les vers sur la lumière du soleil sur la pierre. Le froid était une force d'entropie, d'immobilité. Ses chansons parlaient de vie, de mouvement, de changement. Et elle le combattait, elle s'asseyait à ses côtés, plaçant parfois une main sur son bras ou son front, et chantait jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent et que la chaleur revienne sur sa peau. Il ne lui demandait jamais de chanter, mais elle pouvait voir la supplique silencieuse dans ses yeux quand le froid commençait son assaut, et il ne la remerciait jamais après, mais la méfiance dans son regard s'adoucissait juste un instant. Un soir, le froid fut particulièrement vicieux. Il se débattait sur le lit, un faible grognement s'échappant de ses lèvres. Lyra chantait d'un air désespéré et frénétique quand Fenn, qui dormait près du feu, se leva et s'approcha. Le louveteau sauta sur le lit et poussa le poing serré de Cale avec sa truffe, laissant échapper son doux gémissement haletant. Les yeux de Cale s'entr'ouvrirent. Il regarda le louveteau, ses mouvements se calmèrent. Lentement, délibérément, il desserra son poing et posa sa main sur la petite tête du louveteau. Fenn se blottit contre le contact, malgré le froid qui s'accrochait à la peau de Cale. « Il est sourd », expliqua doucement Lyra, son chant s'éteignant. « Il ne peut ni vous entendre, ni m'entendre. » Cale caressa la fourrure cendrée du louveteau. « Il n'en a pas besoin, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Il peut sentir l'intention. » Son regard se tourna vers elle, tout comme il sent vos chansons. La frontière entre eux était toujours là, mais elle s'amincissait. C'était comme la glace de printemps, encore dangereuse, mais qui se fissurait sous la surface. Il commença à parler davantage, lui posant des questions sur son travail, sur le village. Il ne parlait jamais de lui-même, mais il devint un observateur attentif de son monde. Il la regardait broyer des herbes, ses yeux suivant le mouvement du pilon. Il la regardait raccommoder la couverture préférée de Fenn, son regard fixé sur le travail soigné de son aiguille. Il la regardait, et dans son regard, Lyra sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis qu'elle était une petite enfant. Elle se sentait vue. « Votre mère, dit-il un après-midi, la question sortant de nulle part. Vous parlez du village de la guérisseuse, mais jamais d'elle. » Les mains de Lyra s'immobilisèrent dans le bol de pâte qu'elle pétrissait. Un froid familier, entièrement le sien, la submergea. « Elle est importante dans la capitale. Je n'étais pas faite pour la vie là-bas. » Les yeux gris de Cale étaient vifs, ne manquant rien. « Vous voulez dire que vous avez été renvoyé? » Ce n'était pas une question. Lyra ne put répondre. Elle se contenta de pétrir la pâte, les jointures de ses doigts blanches. « Ne pas être à la hauteur n'est pas la même chose qu'être sans valeur, dit-il, sa voix calme mais ferme. Souvenez-vous de ça. » Les mots la frappèrent avec la force d'un coup physique. Sans valeur. Le mot que sa mère avait utilisé. Le mot qui était marqué sur son âme. Il avait entendu la vérité qu'elle n'avait pas dite. Et il l'avait niée. Une larme glissa sur sa joue et atterrit dans la pâte. Elle l'essuya avec colère. Cette nuit-là, elle s'assit près du feu, Fenn à sa place habituelle sur ses genoux. Cale était adossé sur le lit, plus fort maintenant, les accès de froid moins fréquents. Le cottage était calme, rempli seulement du crépitement des flammes. Elle commença à chanter. C'était une vieille chanson qu'elle avait trouvée dans un parchemin endommagé, son sens perdu dans le temps. Elle n'avait pas de paroles qu'elle connaissait, juste une mélodie obsédante et complexe qui montait et descendait comme une lente respiration. Elle ferma les yeux, se perdant dans les vibrations, dans le simple acte de création. Elle chantait des choses qu'elle ne savait pas qu'elle ressentait, de la solitude et de l'espoir tenace, de la découverte d'une lueur de chaleur dans un monde de froid. Un petit mouvement la ramena à la réalité. Elle ouvrit les yeux. Fenn, le louveteau sourd qui n'avait jamais répondu à un son de sa vie, levait la tête. Il se tournait,
ses petites oreilles tressaillant, sa truffe pointée directement vers son visage. Il n'entendait pas le son. Elle le savait. Il le sentait. Il sentait la vie qu'il contenait. La mélodie était plus qu'une simple vibration maintenant. C'était un courant, une force tangible, et il se tournait vers sa source. Son souffle se coupa dans sa gorge. Son chant vacilla et s'éteignit. Fen cligna des yeux, le sort rompu, et reposa sa tête sur son genou. Elle leva les yeux vers Cale. Il était assis droit comme un piquet sur le lit, ses yeux gris grands ouverts, brillant d'une intensité qui lui coupa le souffle. Le regard sur son visage n'était pas de la suspicion ou de la curiosité. C'était de l'admiration et c'était de la reconnaissance. Il savait. Il ne savait pas ce que c'était, pas exactement, mais il savait que ce qui venait de se passer n'était pas normal. Il savait que le pouvoir qu'elle utilisait pour apaiser son hiver intérieur était réel. Lyra. Il souffla son nom. C'était la première fois qu'il le disait avec autre chose qu'une politesse gardée. Maintenant, il était rempli d'une révérence émerveillée. « Qu'est-ce que vous êtes ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, avant même qu'elle ne puisse commencer à traiter la question elle-même, un coup sec et autoritaire résonna à sa porte. C'était un son de pouvoir, de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se faire attendre. Tous deux se figèrent. Fen laissa échapper un grognement bas et silencieux, le poil de son cou hérissé. Les villageois ne frappaient pas comme ça. L'ancien frappait avec son bâton. La guérisseuse lançait un salut. C'était différent. C'était une convocation. Le sang de Lyra se glaça. Elle connaissait ce coup. Elle l'avait entendu sur les portes des rivaux politiques de sa mère, juste avant qu'il ne soit emmené. La porte s'ouvrit sans attendre de réponse. Encadrée dans l'embrasure, flanquée de deux imposants gardes de la meute de la capitale, se tenait la matrone Alara. Sa mère était telle que Lyra s'en souvenait. Grande, élégante, ses cheveux parsemés d'argent enroulés dans une tresse complexe et sévère. Ses yeux, du même gris tempête que ceux de Cale, mais totalement dépourvus de chaleur, balayèrent le cottage avec dédain. Ils passèrent sur le mobilier humble, les herbes qui séchaient, le louveteau endormi, et enfin, ils se posèrent sur Lyra. « Alors ?» La voix d'Alara était comme le craquement de la glace sur un lac gelé. « Voilà ce que tu es devenue, une gardienne de chiens errants. » Son regard se déplaça alors vers l'homme sur le lit. Ses yeux se plissèrent. Une lueur de surprise, suivie du regard vif et calculateur d'un prédateur repérant une proie inattendue. Elle ne le reconnut pas. Pas encore. Mais elle reconnut la signature de son pouvoir, aussi faible et endommagée soit-elle. « J'ai senti une perturbation dans les courantes du territoire, » dit Alara, entrant dans le cottage comme si elle en était propriétaire. Les gardes restèrent à la porte, bloquant la seule sortie. Une puissance chancelante, une ponction sur les lignes de force. Je suis venu enquêter sur cette faiblesse, et je te trouve en train de l'abriter. Lyra sentit son monde s'effondrer. La présence de sa mère était une force suffocante. Toutes les petites confiances qu'elle avait bâties dans cette vie tranquille, le fragile sentiment d'elle-même qu'elle avait commencé à nourrir, tout cela s'effrita en poussière. Elle était de nouveau une enfant, debout devant son juge. « Il était blessé, mère, » dit Lyra, sa voix un couinement pathétique. « Tu as toujours été une idiote pour les choses brisées, » dit Alara avec mépris. Son attention était fixée sur Cale, qui était maintenant assis complètement droit, son visage un masque de fureur froide. La température dans la pièce chuta. « Vous n'avez aucune autorité ici. » La voix de Cale était basse et dangereuse. Même affaibli, il dégageait une aura de commandement qui rendait l'air épais. Alara rit, un son court, sec et laid. « Vraiment, je suis la matrone Alara du Haut Conseil, et vous... » Elle fit un pas de plus, ses yeux se plissant alors qu'elle le regardait vraiment, son port qu'il ne pouvait cacher même dans la maladie, le pouvoir ancien qui se battait en lui. La reconnaissance se fit jour. « Par les esprits, c'est vous, le roi silencieux, caché dans un trou perdu. » La mâchoire de Cale se serra. Le roi silencieux, l'alpha des alphas. L'esprit de Lyra vacilla. Cet homme brisé dont elle avait pris soin, était le souverain de tous les territoires. Le roi qui n'avait pas été vu en public depuis des années, le sujet d'une centaine de sombres rumeurs. On disait qu'il était maudit, que son propre pouvoir le consumait. Ils avaient raison.
Les lèvres d'Alara se courbèrent en un sourire triomphant et cruel. Elle était tombée sur le plus gros lot de tous. Le conseil vous cherchait, votre majesté. Il y a des inquiétudes quant à votre aptitude à régner, quant à l'affliction qui tourmente votre lignée. Elle tourna son regard venimeux sur Lyra. Et toi, ma fille inutile et sentimentale, pensais-tu pouvoir le guérir? Toi qui n'as aucun pouvoir, aucun don, rien de valeur. Elle fit un geste à ses gardes. Prenez-le. Elle a conspiré avec un pouvoir instable. Elle a mis tout ce village en danger. Non, gronda Cale, se mettant debout. Il chancela, l'effort lui coûtant cher. Le givre rampait visiblement sur ses bras. Restez en arrière, cria Lyra, voyant le prix que cela lui coûtait. Elle regarda sa mère, le cœur brisé. C'est ma mère, c'est ma punition. Ne faites rien. Les gardes saisirent les bras de Lyra. Leur prise était brutale. Fen se jeta sur l'un des gardes, une boule de fureur grondante, mais le garde le repoussa d'un coup de pied avec un mépris désinvolte. Le louveteau jappa et percuta le mur, tombant mollement sur le sol. « Fen !» hurla Lyra, luttant contre les gardes. « Laisse la bête !» ordonna Alara. « Elle est souillée comme sa gardienne. » Ils traînèrent Lyra hors du cottage. La dernière chose qu'elle vit fut Cale, son visage un masque de rage impuissante, alors que le froid intérieur déferlait, son corps se figeant sur place alors qu'il luttait pour l'atteindre. Et sur le sol, la petite forme immobile de son louveteau. Sa mère avait gagné. Elle avait tout pris en un seul instant brutal. Ils ne l'emmenèrent pas loin. La victoire d'Alara avait besoin d'un public. Elle fit traîner Lyra au centre du village et franchement, les mains liées et attachées au poteau du puits communal. Les villageois, attirés par l'agitation, se rassemblèrent en un large cercle craintif. Ils virent les gardes de la matrone. Ils virent Lyra liée comme une criminelle, et leurs visages passèrent de la curiosité à la suspicion. « Cette fille est à moi, » annonça Alara, sa voix résonnant d'une fausse autorité. « Vous a apporté un grand danger. Elle a abrité le roi maudit, un homme dont la seule présence draine la vie de la terre. Sa sentimentalité a mis toutes vos vies en danger. » Des murmures se répandirent dans la foule. La peur était un poison, et sa mère était une experte pour l'administrer. Ils regardèrent Lyra non pas avec pitié, mais avec accusation. Le monde de Lyra se rétrécit au bois rugueux du poteau contre son dos et au fer froid de ses chaînes. Le désespoir était un poids physique, écrasant l'air de ses poumons. Cale était un roi, et elle avait été une idiote. Fen était blessé, peut-être mort, et elle était seule, exposée au mépris des gens parmi lesquels elle avait vécu. Elle ferma les yeux, la voix de sa mère un bourdonnement en arrière-plan. Elle pensa à Cale, à la lueur de chaleur qu'elle avait vue dans ses yeux désolés. Elle pensa à Fen, à son affection inconditionnelle et silencieuse. Le petit monde fragile qu'elle avait construit était en cendres. Le jour suivant fut une éternité d'humiliation. Des enfants lui lançaient des cailloux. Les villageois qu'elle avait servis, ceux pour qui elle avait écrit des lettres et enregistré des histoires, crachaient maintenant par terre en passant. Elspeth, la guérisseuse, essaya de s'approcher avec une autre d'eau, mais les gardes d'Alara la repoussèrent avec une menace. Alara, pendant ce temps, consolidait son pouvoir. Elle avait envoyé des cavaliers à la capitale, annonçant qu'elle avait capturé le roi perdu. Elle négociait, se positionnait. Cale était son prisonnier, piégé dans le cottage par son propre corps défaillant. Lyra était le symbole public de son triomphe. La deuxième nuit de sa captivité, alors qu'une pluie verglaçante commençait à tomber, Alara s'approcha du puits. « Ton roi s'affaiblit, dit-elle, sa voix empreinte de satisfaction. Son pouvoir décline. Bientôt, le Conseil n'aura d'autre choix que de transférer son autorité. À moi, peut-être. » Elle sourit. « Et tout ça, c'est grâce à toi, ma chère. » Lyra ne répondit pas. Elle se contenta de fixer l'obscurité, son espoir une braise mourante. « Mais il y a un dernier détail à régler, » continua Alara, son ton changeant. « Ce misérable louveteau brisé que tu gardais, c'est un mauvais présage, un symbole de la faiblesse que tu as invité dans cette meute. Un loup qui ne peut pas entendre est un affront aux esprits. » La tête de Lyra se redressa brusquement. « Non, laissez-le tranquille. »« Demain à l'aube, » déclara Alara, ignorant sa supplique, « le louveteau sera purifié. Il sera offert à la rivière, un sacrifice pour purifier le village de ta souillure. » Le monde s'arrêta.
jetés dans la rivière gelée, un minuscule louveteau sourd qui ne les entendrait même pas venir. S'il vous plaît, supplia Lyra, le mot s'arrachant de sa gorge à vif. Mère, s'il vous plaît, prenez-moi, punissez-moi, mes pays. Et c'est, oui, punissez, mais pas lui. Ce n'est qu'un animal. Il est innocent. L'innocence est un handicap, dit froidement Alara. Anasso, une leçon que tu n'as jamais réussi à apprendre. Peut-être que le voir mourir te l'apprendra enfin. Alors que sa mère s'éloignait, quelque chose se brisa en Lyra. Ce n'était plus seulement du désespoir. C'était une terreur primale et désespérée pour une vie autre que la sienne. Elle tira sur ses liens, s'écorchant les poignets contre le fer. C'était inutile. Elle leva les yeux vers le ciel sombre, la pluie verglaçante plaquant ses cheveux sur son visage. Elle ne pouvait pas voir le cottage, mais elle concentra tout son être dans sa direction. Elle pensa à Cale, piégé et menant sa propre bataille. Elle ne savait pas s'il pouvait l'entendre, si leur brève connexion signifiait quoi que ce soit à travers la distance. Mais elle n'avait plus rien à perdre. Cale, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Elle ne savait pas ce qu'elle demandait. Qu'il sauve le louveteau, qu'il la sauve elle, qu'il se sauve lui-même. Les mots sortirent dans un sanglot étouffé, une confession arrachée des profondeurs de son âme. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je t'aime. Les mots restèrent suspendus dans l'air glacial, une prière désespérée et sans espoir. Une déclaration faite sous la menace de la mort, non pour elle-même, mais pour la petite vie innocente qu'elle avait essayé de protéger. L'aube se leva, grise et impitoyable. La pluie avait cessé, laissant une pellicule de glace sur chaque surface. Les villageois se rassemblèrent à nouveau, leurs visages sombres. Les gardes d'Alara traînèrent un sac qui se tortillait hors du cottage de Lyra et le portèrent vers la rive de la rivière. À l'intérieur, on pouvait entendre un faible grattement terrifié. Finn. Alara se tenait devant Lyra, un air de triomphe ultime sur le visage. « Regarde bien, ma fille, c'est le prix de la faiblesse. » Elle fit un geste aux gardes. « Procédez. » Lyra regarda avec horreur l'un des gardes tenir le sac au-dessus de l'eau tumultueuse et glacée de la rivière. Il commença à défaire la corde. « Regarde-toi, » siffla Alara, son visage près de celui de Lyra. Toujours en train de pleurer pour une chose brisée. Tu es juste comme elle, imparfaite, inutile, un gâchis de ma lignée. Elle attrapa le menton de Lyra, la forçant à regarder. Je t'ai donné la vie et tu n'as fait que me décevoir. Tu n'es rien. Les mots la martelaient. Sans valeur, imparfaite, rien. La litanie de son enfance la marque sur son âme. Une vie de rage, de honte, de désir désespéré et futile pour un seul mot d'approbation déferla en elle. Elle sentit l'envie familière de se ratatiner, de disparaître, d'accepter le verdict. Mais ensuite, elle regarda au-delà de sa mère, le garde près de la rivière, le sac qui contenait la petite vie chaude qu'elle avait juré de protéger. Elle pensa à Cale, menant une bataille pour sa propre vie, un roi déchu, les choses brisées. Sa mère avait raison, elle avait toujours aimé les choses brisées. Et à ce moment-là, la rage mourut. Elle ne s'éteignit pas. Elle disparut. Elle fut remplacée par un calme profond et choquant. Les années de douleur, le poids de la haine de sa mère, c'était une cage qu'elle avait aidé à construire autour d'elle-même. Elle avait passé toute sa vie à secouer les barreaux, à supplier le geôlier d'être gentil. Elle regarda dans les yeux froids et triomphants de sa mère, et elle lâcha prise. Elle lui pardonna. Pas pour le bien d'Alara, mais pour le sien. Elle pardonna la cruauté, la négligence, le jugement sans fin. Cela n'avait plus de pouvoir sur elle. « Tu ne peux plus me faire de mal », murmura Lyra, sa voix claire et stable. Au moment où les mots quittèrent ses lèvres, quelque chose se libéra. Ce n'était pas un son, c'était une libération. Le barrage d'une vie de pouvoir réprimée, retenue par la honte et la haine de soi, se brisa. Une vague d'énergie jaillit d'elle. Ce n'était pas du feu ou de la force, c'était la vie. De la vie pure, non diluée, dorée. Elle se déversa d'elle en une vague silencieuse et visible de chaleur et de lumière. La glace sur le sol autour du puits disparut instantanément, remplacée par une pierre couverte de rosée. Les villageois haletèrent, reculant, protégeant leurs yeux de l'éclat doux et écrasant. La vague de vie les submergea, ne blessant pas, mais guérissant. Les vieilles douleurs s'estompèrent.
Les cœurs anxieux furent calmés. L'air même semblait propre et nouveau. Elle frappa sa mère comme un coup physique. Alara chancela en arrière, sa main volant vers sa poitrine, un air d'horreur absolue sur son visage. L'énergie vitale était un anathème pour son ambition froide et calculatrice. La vague continua à travers la place du village vers la rivière. Le garde tenant Fen lâcha le sac lorsque la chaleur le toucha, son visage détendu d'admiration. La lumière inonda l'eau tumultueuse et les morceaux de glace déchiquetés ne fondirent pas seulement. Ils se dissolvèrent, transformant la rivière grise et en colère en un bleu calme et clair. Et dans son cottage, la vague de vie percuta Cale. Il la sentit non pas comme une attaque, mais comme un retour à la maison. L'hiver intérieur qui avait tourmenté sa lignée pendant des siècles, la malédiction qui le consumait cellule par cellule, rencontra son opposé. La lumière se déversa en lui, et la glace ne recula pas seulement. Elle se brisa, elle se sublima, elle fut anéantie. Les derniers vestiges du froid disparurent de son âme, brûlée par la force vitale pure et inconditionnelle de son chant manifesté. La lumière de Lyra s'estompa, ne disparaissant pas, mais s'installant en elle, une lueur calme et constante sous sa peau. Ses liens, leur fer affaibli par l'énergie, tombèrent de ses poignets. Elle se tenait libre, ses vêtements déchirés, son visage maculé de saleté, mais ses yeux clairs et brillants. Elle ne s'était jamais sentie aussi entière. Une silhouette émergea du bord de la place, se déplaçant avec une vitesse et une grâce totalement inhumaines. C'était Cale, mais ce n'était pas l'homme brisé dont elle s'était occupée. La pâleur avait disparu de sa peau, remplacée par une chaleur saine. Le regard hanté avait disparu de ses yeux. Il se tenait grand et droit, rayonnant d'un pouvoir calme, absolu et entièrement sien. Le roi silencieux n'était plus silencieux. Les villageois, qui avaient regardé Lyra en état de choc, tombèrent à genoux comme un seul homme. Ils n'avaient pas reconnu l'homme malade dans le cottage, mais ils reconnaissaient ceci. C'était l'alpha des alphas restaurés. Cale les ignora. Il traversa la foule agenouillée, ses yeux fixés uniquement sur elle. Il s'arrêta devant elle, son regard observant ses poignets libérés, la nouvelle lumière dans ses yeux. L'admiration qu'il avait ressentie dans le cottage était de retour 1000 fois plus forte. Il tendit la main, sa main hésitant un instant avant de lui caresser doucement la joue. Son contact était chaud, pour la première fois, entièrement, merveilleusement chaud. « Je t'ai entendu, dit-il, sa voix un timbre bas et résonnant qui enveloppa son cœur. Pas avec mes oreilles, avec mon âme. Tu as appelé, et j'ai répondu. » Des larmes montèrent aux yeux de Lyra, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de soulagement, d'une joie si vaste qu'elle en était douloureuse. Il regarda la lumière qui semblait émaner d'elle, le pouvoir qui reposait maintenant si naturellement en elle. « C'est ça, dit-il, son pouce caressant sa joue. C'est ce que j'ai senti dans tes chansons. Tu n'as jamais été impuissante, Lyra. Tu attendais juste le bon moment pour éclore. » Son regard se déplaça, se durcissant en tombant sur Alara, qui les regardait, son visage un masque d'incrédulité et de fureur. « Elle est à moi, déclara Cale. Les mots simples, possessifs et absolus. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration de fait, un réalignement du monde. Et vous vous adresserez à ma future reine avec le respect qui lui est dû. Ma future reine. Les mots résonnèrent dans le silence stupéfait. Lyra balbutia, son esprit politique s'efforçant de se ressaisir. C'est ma fille, une fille imparfaite, sentimentale. C'est elle qui a sauvé votre roi quand son propre conseil l'a laissé mourir. La coupa Cale, sa voix tombant dans un calme dangereux. C'est elle qui a brisé une malédiction vieille de plusieurs siècles avec rien d'autre que la force de son cœur. Vous l'avez traitée d'inutile. Les esprits l'appellent le miracle. Il se retourna vers Lyra, son expression s'adoucissant. Il ne jugea pas Alara. Il s'en remit à elle. « Quelle est ta volonté ?» demanda-t-il, lui donnant le pouvoir. Lyra regarda la femme qui lui avait causé tant de douleur. Elle ne ressentait aucune haine. Elle ne ressentait qu'une pitié lointaine. Alara avait passé sa vie à courir après un pouvoir que Lyra venait de découvrir endormi en elle depuis toujours. « Tu voulais que je sois oublié, » dit Lyra. Sa voix était stable et claire, portant à travers la place silencieuse. « Tu m'as envoyé ici pour que je disparaisse. Je t'accorderai la même courtoisie. » Elle croisa le regard de sa mère. « À partir de ce jour, tu n'as plus de fille. »
Ton nom sera rayé de mon histoire. Tu seras oublié. Ce n'était pas une condamnation à mort ou à l'emprisonnement. C'était une condamnation à l'insignifiance. Pour une femme comme Alara, c'était un sort pire que n'importe quel donjon. Elle fixa Lyra, sa bouche s'ouvrant et se fermant, mais aucun mot ne sortit. Elle avait été effacée. Kel hocha la tête une fois. Comme l'ordonne la reine, il fit un geste à sa garde personnelle qui sembla alors se matérialiser depuis les ombres. Escortez l'ancienne matrone hors de mon territoire. Elle n'est plus la bienvenue. Alors que les gardes emmenaient Alara, brisée et silencieuse, un petit corps poilu traversa la place et se jeta dans les bras de Lyra. C'était Fen. Vivant et tremblant, il lui léchait le visage avec une énergie frénétique. Lyra le serra fort, enfouissant son visage dans sa fourrure cendrée. « Tu es en sécurité, » sanglota-t-elle. « Tu es en sécurité. » Elle sentit la main de Cale sur son dos, une présence chaude et stable. Elle leva les yeux vers lui, son cœur trop plein pour les mots. Il sourit, un vrai sourire à couper le souffle, comme le soleil perçant une tempête d'hiver. « Je t'ai, » dit-il doucement. C'était tout ce qui devait être dit. 6 mois plus tard, le monde avait une couleur différente. La capitale, que Lyra n'avait jamais vue que comme un lieu de pierre grise et d'ambition froide, était maintenant vibrante de vie. Sous la direction de la reine Lyra, l'ancienne connaissance de la magie de la vie, longtemps rejetée comme du folklore, était redécouverte. Elle n'était pas seulement une reine, elle était une enseignante, montrant aux autres guérisseurs comment écouter, non seulement les mots du corps, mais aussi le chant de l'esprit. Le roi silencieux n'était plus silencieux. Cale régnait avec une chaleur et une sagesse retrouvées. Son propre pouvoir était maintenant équilibré et entier. La malédiction qui avait hanté sa lignée avait disparu, brisée par une scribe d'un village oublié. Leur histoire était déjà une légende, chantée dans les salles et murmurée autour des feux de camp. Mais pour Lyra, les meilleurs moments étaient des moments calmes. Elle était assise dans le jardin de la reine, un endroit qu'elle avait personnellement ramené à la vie. Ses fleurs s'épanouissaient maintenant même pendant les mois les plus frais. Un livre était ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Elle fredonnait un air doux et content. Un jeune loup, sa fourrure de la couleur de la cendre et sa carrure maintenant élancée et forte, trottina vers elle et posa sa lourde tête sur ses genoux. Fen n'était plus un louveteau, mais il serait toujours le sien. Il ne pouvait toujours pas entendre, mais ses yeux bleus pâles se fermèrent de bonheur alors qu'il sentait les vibrations familières et pleines de vie de son chant. Une paire de mains chaudes se posa sur ses épaules. Elle se pencha en arrière, posant sa tête contre la poitrine de Cale. Il se pencha et embrassa le sommet de sa tête. « À quoi penses-tu » murmura-t-il, sa voix teintée d'amusement. « Je pensais à quel point tes mains étaient froides quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, avoua-t-elle. Il prit sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts. Sa peau était chaude, vivante. « J'étais une forteresse de glace, Lyra, et tu y es entrée comme dans un champ ouvert. » « C'était un champ très froid, rétorqua-t-elle, un sourire dans la voix, et tu étais une montagne très grincheuse au milieu de celui-ci. » Il gloussa le son d'un grondement profond et agréable contre son dos. « Je te serai éternellement redevable. » Elle tourna la tête pour le regarder, son expression sérieuse. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, Cale. Tu m'as vu quand personne d'autre ne le faisait. Je n'ai fait que te rendre la pareille. » Il la regarda, ses yeux gris de tempête remplis d'un amour si profond qu'il lui coupait encore parfois le souffle. Il voyait la scribe, la reine, la femme qui avait affronté une vie de douleur et y avait répondu par le pardon. Il voyait sa compagne, son égale, son foyer. « C'est vrai, » dit-il doucement. Il se pencha et captura ses lèvres dans un baiser qui avait le goût du soleil, de l'appartenance et d'un amour assez fort pour faire fondre le cœur gelé d'un roi. Le monde extérieur pouvait avoir ses légendes. Ici, dans le calme de leur jardin, avec leurs loups à leurs pieds, ils avaient tout ce dont ils auraient jamais besoin.